Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à la voix des sans-voix et bienvenue dans la dernière partie de l'édition du soir. Une édition du soir que j'ai le plaisir de vous présenter en compagnie d'Assel Gueye. Bonsoir Assel. Bonsoir Moustapha. On reviendra sur cet incident lors de la visite du président Macky Sall à Londres. C'est dans la rubrique Vue du Net. Effectivement, c'était à Londres où il est présentement. Il recevait ses militants de l'APR, mais dans la salle, on a vu qu'une activiste s'est levée pour crier en disant qu'il faut arrêter cette dictature en pente au Sénégal et qu'il faut libérer Guy Marius Sagna. Donc le président a eu à Londres ce qu'il a refusé au Sénégal. On en parlera dans la rubrique Vue du Net, ce sera tout à l'heure. Vous aurez également la revue de la presse en ligne d'ici et d'ailleurs avec Safiatou Cissé. Mais en attendant, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de l'édition du soir le président du mouvement Agir, Thierno Bocoum. Bonsoir. Bonsoir Moustapha. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Vous êtes le président du mouvement Agir, je le disais tout à l'heure, une jeune organisation politique. Disons, comment se porte ce mouvement? Est-ce qu'il est, comme le prétendent beaucoup de partis politiques, implanté un peu partout à travers le pays? Parfaitement Moustapha, c'est un mouvement composé de jeunes, pour la plupart en tout cas. Nous sommes actuellement dans les 45 départements du pays et les 8 régions de la diaspora. Nous avons une frange jeune, une frange femme, des cadres, etc. Donc nous travaillons tous les jours. Vous avez nos objectifs, bien entendu. Justement, vos objectifs, vous avez certainement en ligne de mire les prochaines locales. Vous comptez y aller? Oui, certainement. De toutes les façons, ce sont des questions qui vont être discutées plus tard, parce qu'au moment où je vous parle, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura des élections locales. Au plus tard, au mois de mars. On verra bien. On verra bien. En attendant, il y a quelque chose quand même de fondamental qui donne peut-être un peu de fraîcheur à la vie politique au Sénégal. C'est cette présence massive des activistes, à ce que le disait tout à l'heure, dans le combat citoyen. En tout cas, on l'a vu à travers Arli Bok. Aujourd'hui, c'est Nyo Lank qui monte au front. Mais l'impression qu'on a, c'est que la classe politique quand même est un peu en retrait par rapport à ces activistes-là. Qu'est-ce qui explique cette façon de faire? Oui, je préciserai plutôt que la classe politique, c'est une diversité. Aujourd'hui, il y a bien entendu des leaders politiques qui sont très en vue dans ces combats, parce que tout simplement, ce sont des combats de principe, ce sont des combats citoyens. Maintenant, comme vous savez, quand il y a eu le M23, il fallait quand même remarquer que c'était des personnalités de la société civile qui étaient au devant. Donc la plupart des combats menés et qui sont des combats citoyens, nous préférons que ceux qui n'ont pas de connotation politique puissent prendre les rênes, puissent être devant. Mais bien entendu, nous répondons massivement à ces combats parce que ce sont des combats qui transcendent les appartenances partisanes. Ce sont des combats qui sont destinés à secourir les populations et c'est extrêmement important de se battre pour les intérêts des populations. Pour avoir participé à ce combat-là, vous avez été interpellé par la police lors de la manifestation à la place de l'indépendance. Aujourd'hui, on a libéré des jeunes activistes ce lundi matin, après 48 heures de garde à vue, et on le reproche d'avoir distribué des flyers dans certaines rues de Dakar. Est-ce qu'en démocratie, c'est acceptable d'arrêter quelqu'un pour ça? C'est inacceptable, c'est à la limite honteux dans une démocratie majeure comme le Sénégal. Il y a deux manières de faire une réclamation. Une manière violente, une manière pacifique. Nous avons constaté qu'au Sénégal, que les membres de l'opposition comme de la société civile ont toujours préféré la manière pacifique. Et ce qui s'est passé avec la distribution des flyers, c'est une manière pacifique, en plus d'être une expression démocratique consacrée dans la Constitution. Nous ne pouvons pas comprendre dans un pays comme le Sénégal, qui se réclame comme faisant partie des États démocratiques, qu'on puisse interdire à des Sénégalais de choisir la voie pacifique de manifester leur opinion. Et je considère aujourd'hui que quand même un État ne peut pas tout le temps mettre en œuvre des politiques publiques et ne pas supporter qu'il y ait de l'autre côté des réticences ou qu'on puisse dire qu'on n'est pas d'accord. Je pense que c'est quand même dommage qu'on en soit dans cette situation. Nous condamnons fortement et fermement
ces tentatives d'intimidation, parce qu'à la limite, on nous installe dans un état policier. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez même pas vous exprimer du point de vue démocratique d'une manière pacifique. Je pense que c'est quand même dommage qu'on en soit dans cette situation. Au-delà du comportement des autorités politiques, parlons un peu de la police. Lors de la manifestation, de votre arrestation dont parlait Moustapha, vous décriez, vous disiez que vous étiez arrêté par des individus non identifiés. Ce samedi, d'autres membres de la plateforme Union Langue ont été arrêtés pour avoir distribué des flyers. À force de faire ces actes-là, est-ce que ce n'est pas la police qui va se décrédibiliser? Non, moi je pense qu'il faut pointer du doigt les autorités de ce pays, aller au-delà de la police, parce qu'il faut savoir que cette police a une hiérarchie et reçoit des ordres des personnes qui sont au niveau des sphères de décision, qui ont la légitimité de décider. Donc fondamentalement, aujourd'hui, nous pensons que cette police doit être dotée de moyens, doit être équipée pour pouvoir mener à bien ses enquêtes. Il y a énormément d'agressions dans ce pays, il y a énormément de vols dans ce pays, il y a énormément de crimes dans ce pays, qu'on puisse permettre à cette police de pouvoir identifier les coupables et que la justice puisse les sanctionner. Et qu'on ne puisse pas consacrer toute l'énergie, toute notre énergie sur une police qui est appelée à toujours casser les révolutionnaires ou ceux qui disent non à tout. Je pense fondamentalement aujourd'hui qu'il faut respecter cette police, et je parle aux autorités de ce pays. Qu'il y ait des gens qui ne soient pas en tenue de police ou qui ne puissent pas être identifiés en tant que personnes faisant partie de la police, je pense que c'est inacceptable. C'est un précédent dangereux d'ailleurs. Vous imaginez qu'on en arrive à une situation où des individus se mobilisent, se regroupent ou se fréquentent pour aller dénicher des opposants un peu partout, leur dire que oui, c'est la police, sans badge, sans rien du tout. Mais il peut y avoir des dérives dans ce pays. Donc je pense qu'il faudra recadrer tout ça. Là, nous, quand nous partons dans une manifestation, ce n'est pas pour faire face à la police. Nous venons nous exprimer d'une manière démocratique en utilisant les outils consacrés par notre Constitution. La police doit également faire son travail, on n'en disconvient pas, mais que les lois soient respectées, que ça se fasse dans les règles de l'art, que véritablement qu'il y ait un gentleman républicain. Je pense fondamentalement qu'aujourd'hui, cette police doit être secourue, en tout cas, de ce point de vue-là, et nous pensons que la police mérite mieux que ça. Mais est-ce que cela suffit pour parler de menaces sur les libertés publiques, notamment la liberté d'expression? Mais c'est exactement ce dont il s'agit. Il y a diverses manières de s'exprimer. Le fait de distribuer des flyers ou de faire une manifestation pour dire nous ne sommes pas d'accord, c'est une manière de s'exprimer. À chaque fois qu'il y a des tentatives dans ce sens et qu'on interdise aux personnes de s'exprimer, bien entendu, on bafoue leurs droits. Alors, ce qu'on a remarqué également, c'est qu'on le disait à l'entame de cet entretien, c'est plus de jeunes qui sont dans les mouvements maintenant. Union Langue est composé essentiellement de jeunes activistes qui ont envie de s'exprimer. Ils ne peuvent pas le faire parce que la police les surveille comme du lait sur le feu. En démocratie, quel danger peut s'exposer un État quand il arrive à vouloir bâillonner ces populations, surtout les jeunes qui peuvent s'exprimer qui veulent s'exprimer de manière pacifique? En tout cas, vouloir bâillonner la jeunesse, c'est vouloir bâillonner une majorité. La population sénégalaise et africaine d'une manière générale est composée majoritairement d'une écrasante majorité de jeunes. Ce sont des jeunes qui ont envie de s'exprimer, parce que ce sont des jeunes qui ne s'épanouissent pas. Vous allez dans la Méditerranée, énormément de jeunes y perdent leur vie parce qu'ils veulent traverser la mer. Vous allez dans les maisons, énormément de jeunes qui ont déjà leur diplôme ne parviennent pas à travailler, ils sont dans un chômage chronique. Un peu partout, les jeunes sont dans des difficultés. Maintenant, quand il y a une hausse de l'électricité, ça touche fondamentalement la jeunesse également, parce que même les jeunes secourus vont en pâtir. Quand vous devez prendre en charge votre famille et vous avez des difficultés à payer l'électricité, ça se répercute sur la famille. Donc fondamentalement, je pense qu'il y a des politiques publiques, bien entendu, qu'on peut mettre en œuvre, mais on ne peut pas empêcher
à une population de s'exprimer, de dire non. Et c'est très grave dans une démocratie que l'on puisse être dans un niveau où on empêche aux gens de dire non. C'est pour justement avoir une démocratie apaisée, comme le disent certains, que le président Macky Sall a décidé d'initier le dialogue national. Alors, beaucoup avaient espéré quand même de ce dialogue national-là. Aujourd'hui, on parle de dialogue national, on parle de dialogue politique à côté, mais à chaque fois, on apprend dans la presse des choses, disons, je mets les guillemets bien sûr, pas du tout catholique, c'est comme quand on nous apprend que les participants au dialogue réclament des per diem. Est-ce que finalement, on n'a pas envie de se dire, Thierno Bocoum, que tout cela est loin d'être sérieux? Non, c'est très loin d'être sérieux. On l'a dit très clairement. Vous savez, quand on parle sur le principe, quand on parle de dialogue, on peut quand même accepter que c'est toujours bien de dialoguer. Mais quand est-ce qu'on doit dialoguer? Est-ce qu'on doit dialoguer quelques mois après les élections? Les populations ont fini de choisir un candidat qui a proposé un programme. Il suffit tout simplement au président Macky Sall d'appliquer son programme. Parce qu'il faut comprendre que dans le dialogue national, si on sort la commission politique, toutes les commissions, c'est programmatique, c'est lié à un programme. Et nous avons eu des promesses d'un président de la République fraîchement élu et qui a dit que je suis tellement pressé d'appliquer ce que je vous ai promis que j'élimine le poste de Premier ministre, j'entre dans une procédure de fast track. Donc nous l'attendons à l'œuvre. C'est aussi simple que cela. Nous pensons que le président Macky Sall doit appliquer ce qu'il avait promis aux populations. Maintenant, je fais cette distinction avec le dialogue politique, qui est une nécessité parce que c'est un dialogue qui transcende bien entendu le mandat du président Macky Sall. Quand on parle de processus électoral, quand on parle de fichier électoral, quand on parle de manière d'organiser des élections ou de choisir un élu. Il y a toujours eu des concertations autour de ces questions. Il y a toujours eu des concertations autour de ces questions avec tous les autres présidents de la République. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est la volonté politique d'appliquer le consensus lorsqu'il y a des consensus, de pouvoir les appliquer. N'oubliez pas qu'avec les assises nationales, il y avait eu une démarche inclusive des Sénégalais dans leur diversité, ont participé au niveau des assises nationales. Le président Macky Sall lui-même l'avait signé, il n'y a pas eu d'application. Donc il y a eu cette signature, mais il n'y a pas eu d'application. La Commission nationale de réforme des institutions, la même chose. Donc, est-ce que ça va être la même chose aujourd'hui? On n'en sait absolument rien du tout, mais je considère fondamentalement que sur des questions qui transcendent son mandat, le président Macky Sall doit quand même maintenir les acquis démocratiques et faire en sorte que les élections puissent bien se passer au Sénégal. Surtout que dans la sous-région, toutes les craintes que nous avons dans la sous-région, c'est lié aux futures échéances. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est cela. Vous allez en Guinée-Bissau, c'est la même chose, en Guinée-Conakry, etc. Donc je pense fondamentalement qu'il faut un climat de paix, de transparence en ce qui concerne le processus électoral. Alors, d'entendre, on dirait que le chef de l'État a initié ce dialogue national pour apaiser la tension, pour le dérouler comme il faut. Oui, vous savez, c'est pourquoi je dis par rapport au dialogue national, nous l'attendions sur le fast track. Il n'est pas sur le fast track parce qu'en réalité, le fast track, c'est la phase opérationnelle. Aujourd'hui, il nous retourne dans une phase de réflexion. C'est ça qui est dommage. Ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas les outils qu'il faut pour véritablement être de plein pied dans la phase opérationnelle. Il y a un problème de finances dans ce pays, il y a un problème de trésorerie, il y a un problème économique et d'arbitrage budgétaire. C'est patent, c'est clair, c'est net et précis. Et il y a le problème lié au fait qu'il a supprimé le poste de Premier ministre. C'est un problème également parce que c'était une sorte de fusible, un bouclier qu'il a effacé complètement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre des salles pour demander à tout Sénégalais qui a une revendication quelconque d'aller s'asseoir autour d'une table pendant des mois pour discuter des questions dont il avait normalement les solutions après en avoir fait des propositions. Donc je pense fondamentalement que c'est une manière de gagner du temps, que ça n'a rien à voir avec une volonté de mieux gérer le pays. Nous l'attendons sur des actes concrets, ce qu'il n'est pas encore capable de faire. Et je pense fondamentalement que nous ne devons pas mettre les projecteurs uniquement sur le dialogue national, oublier les problèmes des Sénégalais que le président de la République doit gérer au quotidien.
membre du dialogue national, Moundiaï Cissé de l'ONG R3D, dit que l'opposition doit sortir de ce dialogue, que le président Abdoulaye Wade parle de compromission. Ousmane Sonko va plus loin en disant que ce dialogue va finir par un partage de gâteau. Quelle analyse faites-vous de ces sorties? Mais je ne suis pas divin, je ne sais pas ce que ça va donner. Ce que je dis fondamentalement, c'est que ça n'a aucun sens et qu'on doit s'orienter sur les questions des populations d'une manière assez sérieuse. Pensez-vous que cette opposition est en train d'aider le président de la République, l'opposition en tout cas qui est autour de cette table? Non, bien entendu, tous ceux qui participent au dialogue vont permettre au président de la République d'avoir son bouclier. Maintenant, est-ce qu'ils le font en connaissance de cause ou pas? Là, c'est une autre question. Voilà qui nous permet de parler d'actualité économique avec la question autour du changement du franc CFA. L'écho a été lancé par le président Ouattara de la Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron de la France. Ça fait déjà quelques semaines, mais le débat persiste. Pourquoi? Parce que les pays de la CEDEAO hors zone UEMOA ont fait une déclaration pour dire simplement, disons-le comme ça, leur mécontentement par rapport à cette actualité. D'abord, pour vous, est-ce que le changement, la fin prochaine du CFA est une avancée? Alors, est-ce que c'est une avancée? Moi, je pense qu'il faut qu'on mette l'accent sur c'est quoi une avancée. C'est vrai qu'il y a eu des réformes. N'oubliez pas, en fait, après disons, la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y a eu ce processus de décolonisation, quand il y a eu des problèmes en Algérie, en Indochine, etc., la France a anticipé sur les autres pays et a donné l'indépendance en veux-tu, en voilà. C'est ce que De Gaulle avait dit, vous voulez l'indépendance, voilà, prenez-la. Donc, mais tout en maintenant un système de néocolonisation qui a abouti à ce qu'on sait. Donc, il fallait aussi s'adapter par rapport à la monnaie, par rapport au franc CFA. C'est aussi simple que cela. Parce que qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des remous dans les États africains. La jeunesse, les activistes, etc. Macron lui-même n'a pas dit, le président Macron lui-même n'a pas dit, j'ai parlé avec les chefs d'État africains, j'ai écouté les chefs d'État. Non, il dit, j'ai écouté la jeunesse africaine. Donc il fallait s'adapter par rapport à ça. Mais quand on parle de monnaie, la question est de savoir est-ce qu'on est capable de mener une politique monétaire. C'est la véritable question. Ce n'est pas est-ce que les changes ont bougé, est-ce que les représentants de la France ont quitté ou pas. Non. Est-ce qu'on a la possibilité de mettre en place une politique monétaire? C'est non. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à l'euro. Pourquoi? Parce qu'on a une garantie de la France. Pourquoi? Parce qu'on permet à la France d'utiliser d'autres outils pour pouvoir intervenir dans notre économie. Parce que quand on a une garantie, quand on est garant, on a un droit de regard sur ce que les autres font. Il n'y a pas de critères de convergence. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les 8 pays de l'UEMOA vont partir vers l'euro en tenant compte de leur taux d'inflation, en tenant compte de leur déficit budgétaire, en tenant compte justement de leur dette. Non, il n'y a pas de critères de convergence. Parce que tout simplement, ils sont dans l'UEMOA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilisera des outils pour pouvoir les contraindre à se tenir d'une manière ou d'une autre. Si vous prenez l'exemple du Sénégal aujourd'hui, mais ce n'est pas anodin que le gouvernement sénégalais puisse appliquer la réalité des prix. Parce que ça a été imposé par le FMI à travers un contrat. Et le FMI signe avec l'État sénégal pour leur dire, écoutez, vous avez besoin de l'argent, la Banque africaine de développement va vous en prêter, la Banque mondiale, on va vous ouvrir le marché international, mais en contrepartie, voilà les conditions. Donc aujourd'hui, sur une période de 3 ans, on peut donner l'illusion qu'on gère notre économie, mais ce n'est pas le cas. Donc fondamentalement, avant que la garantie n'intervienne, n'oublions pas que pour le CFA, ça n'est censé intervenir qu'une seule fois. Et ça a été fait sur une période où il fallait défendre les multinationales qui étaient aussi en Afrique. Mais avant d'en arriver à la garantie, ils ont la possibilité de faire intervenir d'autres outils comme le FMI, comme d'autres aspects pour pouvoir nous orienter dans notre économie. Donc on ne peut pas être dans une forme de politique monétaire. On va continuer à être dans une politique de mettre en place des politiques budgétaires qui ne peuvent pas nous permettre d'avancer. Et ça, c'est dommage. Beaucoup d'économistes disent exactement ce que vous dites, qu'il n'y a pas
d'avancée du tout. Mais ce qui inquiète davantage, c'est cette sortie des pays anglophones de la CEDEAO, plus la Guinée, qui ont dit leur mécontentement par rapport à ce qui s'est passé à Abidjan. Est-ce qu'aujourd'hui, Macron, Macky Sall et puis Alassane Ouattara n'ont pas une lourde responsabilité si jamais il y a divorce entre ces différents États de la CEDEAO? Non, mais il y a déjà divorce, parce qu'il y a même une accusation diplomatique disant qu'il y a une utilisation unilatérale de l'écho de la part des pays de l'UEMOA. Donc il y a une forme de trahison. Parce qu'il faut comprendre que l'écho a été choisi par les pays de la CEDEAO. C'est-à-dire, et après, ça a été confiné au niveau de l'UEMOA. Ce qui est inadmissible, parce qu'il y avait un consensus autour de ces questions. Il y a une discussion depuis de près de 30 ans sur la question de la monnaie unique. Il y a des critères de convergence qui sont mis en place. D'ailleurs, le Togo a pu les atteindre et récemment, la CEDEAO avait encouragé les autres États à les atteindre parce que ça permet de booster les États, de pouvoir se positionner. Malheureusement, tout ça a été cassé à travers une simple déclaration du président Macron à Abidjan, dans une démarche accessoire, parce que le principal, c'était de venir voir ses troupes. Accessoirement, il fait des réformes parce qu'il a écouté la jeunesse africaine. C'est quand même dommage, parce que la question de la monnaie, c'est une question de souveraineté, et nous pensions que les chefs d'État étaient suffisamment imprégnés des enjeux pour pouvoir se battre et faire en sorte qu'il y ait une monnaie unique, qui ne soit pas arrimée à l'euro, qui ne soit pas arrimée à aucune autre monnaie, et que ça puisse être géré par les Africains. Alors, on aurait aimé aborder bien d'autres questions autour de cette actualité-là, mais le temps file très vite. Directement, la rubrique Bidunet avec Assane Gueye. Assane, parlons du président Macky Sall, qui est actuellement en déplacement en Europe, notamment à Londres, où il a été hué par une dame. Effectivement, Moustapha Thierno parlait tout à l'heure de recul démocratique, de bâillonnement, de la liberté d'expression, mais ce qui s'est passé à Londres est tout à fait le contraire de ce qui se passe actuellement au Sénégal. Parce que c'est un État démocratique aussi. Hein? Donc nous ne sommes pas dans un État les libertés sont strictement respectées. Alors donc, le chef de l'État à Londres, devant ses militants, a été humilié par une activiste qui réclamait la libération de Guy Marius Sagna. Suivons la vidéo avec Amdi. Ce que les activistes de Nyolank et de Frappe France Dégagée notamment ont voulu faire entendre à Macky Sall, c'est-à-dire libérer Guy Marius Sagna, et qu'il n'a pas voulu entendre à Dakar, il l'a finalement entendu à Londres de la part d'une courageuse Sénégalaise. Effectivement, Moustapha, donc le combat s'est exporté en Occident, à Londres plus précisément, ce qu'on a refusé aux activistes de Nyolank Nyobagne qui manifestaient. En tout cas, il y a une quinzaine de personnes qui ont été arrêtées ce samedi pour avoir distribué des flyers. Ce qui s'est passé à Londres montre à suffisance que la démocratie est quelque chose de vital et qu'il faut donc il y a eu beaucoup de commentaires. Nous commençons d'abord par celui, cet internaute qui commence sous couvert de l'anonymat en disant Macky est désemparé, aucun moyen pour lui et ses nervis de museler cette linguère qui ne dit que la stricte vérité. Libérer Guy Marius Sagna, emprisonné sans jugement, juste pour le faire taire et le bâillonner alors qu'il réclame ce que tous les Sénégalais exigent, arrêter de gérer
gérer le Sénégal en mettant d'abord en avant les intérêts de la France. Arrêter de brader nos ressources pétrolières, affaire Petrotim, 6 000 milliards donnés à des mafiosi, actionnaires coquinés avec Aliou Sall. Si on était au Sénégal, sa police brutale aurait cassé ses bras et toutes les dents de cette brave jeune dame. Mais il est au royaume, un vieil État civilisé où le droit des populations est respecté et où les dirigeants sont aussi en général respectés parce que respectables. Poursuivons avec Koumba Ndiaye qui dit que j'ai honte pour mon pays et certains concitoyens qui se disent patriotes. Patriote ne veut pas dire indiscipline. Je vous remercie, Président. Continuez sur cette voie d'ignorer les ignorants. Dieu est avec vous. Thierno Thiam a aussi commenté doucement rek, comme l'a si bien dit le président, doucement rek, cette fille Ndessane cherche le buzz et veut se faire connaître. Heureusement, il n'est pas comme Wade et ses gardes qui avaient poursuivi Souleymane Jules Diop. Et puis Barham Gandhi Barham qui commente en écrivant: merci la brave patriote. Si on avait cette liberté ici au Sénégal, chaque jour on serait devant les grilles du palais de la République pour manifester, pour qu'on libère Guy Marius Sagna, mais aussi pour qu'on change notre quotidien. Merci, quelle brave dame, dit Siré Sek. Bravo madame, dit Papé Demba. Et nous terminons avec cet internaute qui commente sous couvert de rendement en disant que cette dame était héroïque, un héros zéro féminin, digne héritière des femmes de Talatender, démocratie londonienne à respecter, monsieur les Bouliga. Alors, Thierno Bokoum, souvent il y a des interprétations par rapport à ce genre d'actualité. Certains disent que oui, parce que comme on ne peut pas le faire à Dakar, faisons-le quand le président se déplace. Pour d'autres, il faut tout simplement respecter l'institution qui est le président de la République pour ne pas faire ce genre d'acte, surtout quand il est à l'étranger. Pour vous, qu'est-ce qui explique que des Sénégalais aient besoin de poser de tels actes pour se faire entendre? Non, je pense que c'est un acte qui a été posé effectivement pour se faire entendre. Le président Macky Sall, ses membres du régime continuent à détenir dans les liens de la détention Guy Marius Sagna et ses co-détenus. C'est quand même beaucoup. Donc moi, je préfère mettre l'accent sur la question de fond, qui est qu'il faut effectivement libérer Guy Marius Sagna et ses co-détenus. Je pense que c'en est trop quand même. Grand merci à vous, Thierno Bokoum, d'avoir été l'invité de cette édition du soir. Hassan, merci. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne chaque soir pour vous présenter dans les meilleures conditions cette édition du soir. On se quitte avec la revue de la presse en ligne d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec Safiatou aussi. Bonsoir. Ouvrons avec Sénéweb qui nous apprend que l'affaire dite des 52 attestations du CECI délivrées à des étudiants béninois est loin de connaître son épilogue. Ce, malgré la condamnation pour diffamation du secrétaire général de la section SAES, Moumini Kamara, à 6 mois, assorti de sursis et d'une amende de 2 millions de francs CFA. En effet, alors que les syndicalistes ont décrété un débrayage de 72 heures à partir de ce lundi, Sénéweb a obtenu une lettre des auditeurs de la formation adressée au recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar le 25 novembre dernier et qui conforte la directrice Kousson Traoré. Les précisions à lire dans le site. Des milliers de partisans de Yaya Jammeh ont marché dernièrement à Banjul pour réclamer le retour d'exil de l'ex-chef d'État. Le ministre gambien de la Justice, Aboubakar Tambédou, menace. Si l'ancien président Yaya Jammeh décidait de revenir en Gambie, il serait immédiatement arrêté et poursuivi pour des faits très graves. Il devra répondre ainsi des crimes dont il est accusé
comme n'importe quel citoyen poursuivi dans ce pays. Le ministre a tenu ses propos au cours d'un discours prononcé en présence du président Adama Barrow lors de l'ouverture de l'année juridique. Les criminels qui seront identifiés par la commission Vérité seront poursuivis avec la plus grande rigueur par la justice. Ces crimes seront jugés avec la plus grande sévérité. Et je promets aux victimes que ce n'est plus une question de temps, a promis Aboubakar Tambédou selon Netali.com. Malgré ce message d'apaisement, les victimes du régime de Yahya Jammeh veulent accentuer la pression sur le régime. Elles appellent ainsi à manifester cette semaine. Direction RDC où la dernière déclaration de Félix Tshisekedi est très commentée. De Londres au Royaume-Uni, le chef de l'État congolais s'est exprimé sur l'alliance politique nouée avec le camp de son prédécesseur Joseph Kabila, majoritairement à l'Assemblée nationale. Et RFI Afrique de rappeler que c'est presque une tradition chez Félix Tshisekedi de profiter de chaque déplacement à l'étranger pour aller à la rencontre de la diaspora et faire des mises au point vis-à-vis de son partenaire. Il faut dire que les populations congolaises qui vivent à l'extérieur, ses partisans notamment, sont souvent assez aussi à l'ancien chef de l'État, note et fait remarquer le site. Brexit. Jeune Afrique nous explique comment l'Afrique peut tirer son épingle du jeu. Désormais transposé dans le droit britannique, le Brexit deviendra donc réalité le 31 janvier pour le Royaume-Uni et l'Europe ainsi que pour le reste du monde, dont l'Afrique. Du prix bord-champ, de la fève de cacao à l'introduction boursière des entreprises du continent, en passant par la redéfinition de l'aide publique au développement britannique destinée à l'Afrique ou la nécessaire renégociation des accords de partenariat économique avec une Union européenne désormais à 27. Les répercussions du divorce entre Londres et Bruxelles s'annoncent multiples pour l'ensemble du continent.